macroéconomiste et hétérodoxe du développement. Professeur à l'Université catholique de Louvain en Belgique, chercheur associé au Centre tricontinental, évaluateur certifié des politiques publiques, écrivain et directeur du Centre de recherche interdisciplinaire démocratie, institut et subjectivité au sein de l'Université catholique de Louvain. Dans la première partie, le professeur Thierry Amougou parle du Covid-Gate, du vaccin et son efficacité. Bienvenue sur la chaîne africaine Vision 4. Merci de m'avoir invité, une fois de plus. Professeur, que pensez-vous du vaccin? Le gouvernement camerounais a reçu récemment une vague de vaccins. Est-ce que vous pensez que le vaccin est nécessaire ou est-ce que vous pensez qu'on pourra vacciner 80% de la population? Oui, merci de m'accueillir encore une fois. C'est un plaisir chaque fois renouvelé que de vous rencontrer et de pouvoir répondre à vos questions intéressantes pour le Cameroun, l'Afrique et le monde. Donc, je suis vraiment content d'être là et de pouvoir encore une fois échanger avec nos compatriotes. Concernant le Covid, nous pouvons, au stade actuel, dire un certain nombre de choses. C'est une maladie qui a surpris tout le monde. Vous savez, les virus à couronne, on les connaît. Ils sont là, le coronavirus, on le connaît. Mais c'est pour la première fois qu'il passe de l'animal à l'homme. Donc ça a été une maladie nouvelle qui a surpris tout le monde. Et tous les États ont tâtonné en fait. On ne savait pas comment s'y prendre. D'où cette mesure de confinement à travers le monde et que nos États ont aussi imité, tout simplement en copiant ce qui se passait en Occident. Voilà, c'est une mesure moyenâgeuse, c'est-à-dire on confine les gens parce que justement on est désarmé par rapport à une maladie qu'on ne connaît pas. Aujourd'hui, par rapport au Covid, on commence à avoir des connaissances. Au départ, on pensait que le masque ne servait à rien. Les politiques nous ont aussi empourré dans la farine. Et maintenant, on se rend compte que le masque est utile. Au départ, on pensait que la maladie ne se transmettait pas des enfants aux adultes, parce que les enfants sont asymptomatiques, ne font pas de symptômes, ils sont porteurs du virus. Aujourd'hui, on sait que la maladie passe des enfants aux adultes. Aujourd'hui, on sait aussi que c'est une maladie qui va peut-être passer longtemps avec nous, parce qu'il y a des mutations. Le virus mute et l'efficacité des vaccins n'est pas garantie pour toutes les variantes du virus. Donc, on commence à connaître des choses sur ce virus, mais on ne connaît pas encore tout. Voilà, ça c'est un aspect important. Alors, concernant le vaccin, l'Occident a fait un choix particulier, c'est-à-dire au lieu de réfléchir sur comment soigner les gens, l'Occident a choisi de réfléchir sur le vaccin, donc beaucoup plus sur la sécurité. Alors, ce choix-là est discutable, mais aujourd'hui en Occident, nous avons des vaccins. Ces vaccins-là, qu'est-ce qu'ils nous permettent de faire? Ils nous permettent premièrement de ne pas faire la forme grave de la maladie. Il faut être clair avec les gens. Et le vaccin n'évite pas la contamination. Le vaccin n'évite pas d'avoir des symptômes de la maladie, mais il vous évite de faire la forme grave. Vous voyez? Et c'est pourquoi il y a une première dose, une deuxième dose, et on commence à évoquer une troisième dose. Donc le vaccin permet de faire ces choses-là. Mais ces vaccins-là sont aussi des vaccins qui nous mènent aussi vers l'inconnu. Parce que c'est un nouveau type de vaccin. Ce ne sont pas des vaccins traditionnels, en dehors du vaccin chinois. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas tous les effets secondaires des vaccins à long terme. Mais le vaccin se présente aujourd'hui comme étant le meilleur risque à prendre par rapport à la maladie. C'est-à-dire, si on n'est pas vacciné, on peut faire une forme grave, mais si on est vacciné, on peut ne pas la faire. Mais on ne peut pas dire qu'on maîtrise tous les effets des vaccins. Ça, c'est un aspect. Autre aspect concernant donc le Cameroun, c'est que comme vous l'avez dit, le Cameroun a reçu voilà, des doses de vaccins. Je pense que par rapport au Cameroun, il faut mettre sur la table un certain nombre de choses. Premièrement, est-ce que nous avons des doses de vaccins en quantité suffisante par rapport au volume de notre population? Je pense que non. Je ne pense même pas que nous ayons des vaccins capables de sécuriser ne serait-ce que la moitié de notre population. Deuxième chose à mettre en évidence, est-ce qu'au Cameroun, il y a un mécanisme, une communication officielle qui explique clairement à la population comment se fait le vaccin? Où est-ce qu'on peut être vacciné? Comment c'est organisé?
je crois qu'il y a une communication qui doit être mise en place pour informer la population. Je causais avec un cousin l'autre jour et on a parlé de ce vaccin. Il m'a dit, on n'a pas l'information, on ne sait pas comment ça se passe. Parfois on voit un responsable qui se fait vacciner, mais on ne sait vraiment pas exactement si je me lève le matin, où aller, où me diriger. Ça, c'est extrêmement important de mettre en place cette logistique qui informe la population pour qu'elle puisse s'organiser, parce qu'il y a autre chose à faire aussi. Et deuxième chose qu'il faut, c'est communiquer sur nos vaccins. Parce qu'on remarque en Occident qu'à partir de 70% des peuples en Occident ne veulent plus se vacciner. Donc, il y a des gens qui sont rétifs au vaccin en Occident. Les pays qui ont beaucoup vacciné arrivent à atteindre 70%. Mais après, on tombe sur le noyau dur qui ne veut pas se faire vacciner. Et la solution, c'est quoi? C'est l'information. Dire aux gens la vérité sur les vaccins. Est-ce qu'on connaît tout sur les effets secondaires du vaccin? Dire aux gens clairement non. Est-ce que le vaccin aide? Dire aux gens clairement oui. Il vous permet de ne pas faire la forme grave de la maladie. Est-ce que les vaccins peuvent avoir de temps en temps des accidents sur certaines personnes? Dire aux gens oui. Mais ces accidents sont rarissimes. C'est comme sur 10 000 personnes, on peut avoir un cas où ça ne marche pas, avec un cas grave, avec décès. Donc, il faut informer clairement les populations pour que ceux qui hésitent puissent être convaincus par une information claire et prennent une décision. Donc, au Cameroun, est-ce qu'on peut vraiment sécuriser notre population? Je ne suis pas sûr parce que je ne pense pas que nous ayons une dose, une quantité de vaccins suffisante. Je ne suis pas sûr parce que l'information, pour moi, la logistique n'est pas bien organisée et l'information n'est pas claire. Et je ne suis pas sûr pourquoi. Parce que je pense que les rétifs au vaccin, ça veut dire ceux qui ont une aversion envers le vaccin, sont beaucoup plus nombreux dans les pays africains et au Cameroun qu'ici. Parce que nous ne sommes pas une société scientifique. Les sociétés scientifiques ont le goût du risque. On va vers le risque. Mais nos sociétés ne sont pas encore des sociétés scientifiques. Et c'est normal que des gens hésitent par rapport au vaccin. Mais nous avons une chance en Afrique, c'est laquelle? C'est que l'Afrique et le Cameroun, avec, a une population jeune. Le Covid tue les gens déjà âgés. La moyenne d'âge des décès ici est de plus de 70 ans. Et comme l'Afrique a une population jeune, ces organismes-là résistent mieux au Covid. Ça veut dire que si on fait des tests, on va trouver qu'il y a des contaminations. Mais comme c'est des gens jeunes avec des corps jeunes et forts, ils résistent mieux au virus. Vous voyez? Donc c'est la chance que nous avons. Donc le Covid nous laisse là aussi un bon message par rapport à l'Afrique, c'est que cette population jeune est aussi un atout pour l'Afrique. Même s'il y a un autre message, parce que le Covid nous renseigne aussi que, comme il tue plus les vieux que les jeunes, que nous, plus âgés, nous sommes beaucoup plus pour la mort que les enfants, dans la norme des choses. Ça veut dire que le système immunitaire des enfants, qui est plus solide, prend le dessus sur le virus. Mais lorsque vous êtes déjà beaucoup plus âgé, votre système immunitaire n'est plus aussi fort, et c'est là où vous êtes en danger. Donc voilà ce que je peux dire par rapport à ce virus. Et ne pas oublier que ce virus nous montre aussi tous les décalages nord-sud, toutes les inégalités qui existent dans le monde, toute la pauvreté qui existe. On se rend compte que ceux qui ont le virus en quantité suffisante, ce sont les riches, les pays du Nord, parce que c'est eux qui ont financé, parce que c'est eux qui ont payé. Les pays du Sud, dont le Cameroun pauvre, n'ont pas de vaccin, parce qu'ils sont pauvres, parce qu'ils n'ont pas financé, parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer. Donc vous voyez qu'à travers le monde, il y a une réflexion qui s'engage pour essayer d'aller vers des droits de propriété qu'on ne va pas privilégier par rapport à la santé des gens. Vous voyez? Parce que si vous regardez un peu l'histoire du monde, après la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, où vraiment on a commis l'abîme, en 1945, il y a une réflexion qui commence à se mettre en place et qui consiste à dire qu'il faut des canaux de solidarité à travers les peuples, entre les peuples. De la création de l'ONU, la création du FMI, la Banque mondiale et même la déclaration de Philadelphie. Et dans cette période-là, on commence à dire que les droits de propriété privée, les intérêts privés ne doivent pas être supérieurs à la vie des gens. Vous voyez? Ça, c'est une période qui va de 45 à 80. Et puis à 80, on arrive au néolibéralisme. Tout ce qu'on a pensé en 1945 à la poubelle. On revient à l'individualisme et au marché. Vous voyez? Et aujourd'hui, avec le moment Covid, on se rend compte que les droits de propriété qui, depuis 1980, étaient devenus supérieurs à la vie des individus, sont remis en question. Pourquoi? Parce qu'on se dit, mais on ne va pas abandonner toute l'Afrique, une partie de l'Asie ou l'Amérique latine. Il faut qu'on pense à des mécanismes qui permettent aux pauvres d'avoir accès au vaccin, même s'ils n'ont pas financé, même s'ils n'ont pas d'argent. Donc nous sommes dans une conjoncture qui nous donne l'espoir par rapport à ça. Voilà ce que je peux vous dire concernant le vaccin. Il y a récemment au Cameroun une actualité qui a défrayé la chronique, le Covid Gate, et par la suite,
une dépravation des mœurs qui continue à s'accentuer au Cameroun. Comment expliquez-vous ce phénomène pour ça? Oui, vous faites bien, la transition est toute trouvée. On parle justement de cette conjoncture du Covid, le Covid-19 qu'on a connu au Cameroun, et avec toutes ces affaires autour des sextapes et autres, voilà, qui montrent que notre pays est dans une situation où les mœurs déclinent ou alors prennent une forme qui n'est pas souhaitée ou souhaitable. Alors, comment l'expliquer? C'est votre question. Je crois qu'on peut l'expliquer à partir de plusieurs facteurs. Le premier facteur que je peux mettre en évidence, c'est s'il faut expliquer cette dépravation des mœurs, c'est ces comportements peu civiques par rapport à la chose publique. C'est que notre pays est quand même gouverné depuis près de 40 ans par un régime. Et par un régime, et la première manière de l'expliquer, c'est de sortir un peu de ce que j'appelle souvent des événements de surface. Vous savez, lorsque les gens détournent l'argent du Covid, l'argent envoyé par la communauté internationale pour soigner les Camerounais, lorsqu'on assiste à des sextapes à travers dans des bureaux, ce sont des petits événements. Il est important de saisir qu'est-ce qui tient ces événements, quelle est la structure de fond, qu'est-ce qui explique ça. Donc je vais beaucoup plus m'appesantir sur cette structure de fond. Et lorsque je regarde cette structure de fond, on peut relever un certain nombre d'éléments. Le premier élément, c'est d'abord un ensemble de facteurs sociopolitiques. Les facteurs sociopolitiques proviennent de ce que j'appelle, dans un ouvrage que j'ai écrit en 2011, la décivilisation des mœurs, qui pour moi est une caractéristique du biaïsme, c'est-à-dire du biaïsme pratique, parce qu'il y a un biaïsme lexical, à savoir le discours politique théorique, et le biaïsme pratique, qui est dans la pratique politique, le système mis en pratique. Et c'est quoi ce facteur sociopolitique? C'est que le biaïsme arrive au pouvoir avec quand même un ensemble de concepts, avec un paradigme. Ce paradigme marche sur deux jambes, comme dirait Mao. La première jambe, c'est la moralisation des comportements. Et la deuxième jambe, c'est la rigueur dans la gestion. La rigueur dans la gestion, ça veut dire on va gérer le pays, c'est-à-dire on va gérer la chose publique de façon rigoureuse, en appliquant de façon rigoureuse les principes de gestion de la chose publique. On va également donc instaurer cette rigueur dans des rapports entre l'État et la société. Mais il n'y a pas que la rigueur qui vise l'efficacité, qui vise l'efficience, mais il y a aussi la moralisation. La moralisation consiste à dire, nous allons aussi, en gérant le pays de façon rigoureuse, chercher la justice, chercher justement donc un peuple qui n'est pas un peuple qui se trouve en difficulté parce qu'on va appliquer tout simplement comme un marteau la rigueur. On doit aussi chercher la justice, on doit aussi chercher tout simplement donc un ensemble de valeurs morales qui vont nous permettre de construire ce pays. Donc, ces deux jambes sont donc les jambes qui annoncent le caractère réformateur du biaïsme. Mais, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le peuple a commencé à dénoncer. Tel vole, tel ministre vole, tel directeur vole, tel autre haut responsable vole. Mais le biaïsme ne faisait rien, c'est-à-dire dans sa pratique, dans son exercice du pouvoir. Et puis le président est intervenu un jour pour dire que ces accusations de vol sont non fondées. Voilà. Le président a enchaîné d'ailleurs dans ce discours en disant que la vérité vient d'en haut et que la rumeur vient d'en bas. Pour moi, c'est un moment qui marque une rupture fondamentale dans le biaïsme. C'est-à-dire, lorsqu'on veut mettre en place une bonne gouvernance avec pour plier la moralisation des comportements et la rigueur dans la gestion, on ne pousse pas le peuple dans le revers de bras. C'est-à-dire, on ne néglige pas ce qui sort de la bouche du peuple. Parce que la bonne gouvernance veut dire quoi? La bonne gouvernance veut dire que le peuple s'intègre dans le pouvoir et le pouvoir se diffuse à l'intérieur du peuple. C'est-à-dire qu'on a donc plusieurs niveaux de jugement, plusieurs niveaux d'analyse, plusieurs niveaux de notation et plusieurs niveaux d'évaluation. C'est que ce jugement populaire fait partie de l'évaluation du régime. Et une fois qu'on a dit ça au peuple, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? On a vu au Cameroun une multiplication des riches
qui sont très souvent donc des fonctionnaires, des hauts fonctionnaires. On a vu un appauvrissement généralisé de la population, et ça a donné quoi? Ça a donné deux phénomènes. Le premier phénomène, c'est ce que j'appelle souvent la fémania d'État, à savoir que l'État, c'est un business. Les plus riches au Cameroun sont des fonctionnaires qui gèrent l'État, ce qui est anormal dans la gestion de l'État. Donc, cette fémania de l'État s'est installée ici parce que ce haut-là est celui qui détient la vérité et il ne vole pas. D'après justement donc, cette dualisation de la société mise en place par le chef d'État, le haut et le bas. Et de l'autre côté, on a eu une masse qui s'est appauvrie de façon exécrable et qui, pour s'en sortir, a aussi mis en place une fémania populaire. Donc, ceux qui gèrent l'État considèrent l'État comme un business, et ceux qui sont pauvres pour s'en sortir sont aussi dans des stratégies de malversation pour s'en sortir. Donc, le Cameroun aujourd'hui est une vaste fraude où le haut et le bas constituent justement donc deux dynamiques qui prennent le pays dans un effet ciseau, au point où la rigueur et la moralisation ne sont plus qu'un vieux souvenir. Et nous sommes aujourd'hui dans un pays où, justement, ceux qui essayent de partager la réalité au bas de la société disent non, nous ne voulons pas. Nous cherchons seulement à ne pas mourir. Et que ceux qui sont dans le haut de la société et qui sont mis en prison sont considérés comme ceux-là, tout simplement, donc, qui ont attenté au pouvoir du chef d'État, c'est-à-dire qui ont été extrêmement ambitieux. Nous sommes dans cette dynamique-là. Et cette dynamique-là fait que les valeurs qui se sont installées dans nos sociétés, c'est quoi? C'est quoi? Les nouvelles valeurs, c'est ce que j'appelle le jet dont je suis. Si vous lisez un peu Ebenezer Djomwele, de la médiocrité à l'excellence, il vous dit la médiocrité c'est quoi? C'est lorsque l'être est tout simplement donc mis sous le tapis et que c'est la voix qui devient la valeur suprême d'une société. Nos modèles aujourd'hui au Cameroun, c'est ceux qui ont plusieurs grosses cylindrées, c'est ceux qui ont plusieurs grosses villas, c'est ceux qui ont une foultitude de femmes, c'est ceux qui ont de l'argent, dont des caisses en banque bien remplies. Et c'est ça le modèle. Donc toute la société veut imiter ces modèles-là. Et comment est-ce qu'ils ont eu ça? C'est en volant l'État. Donc le jeune, quand on nomme à une place de responsabilité, va aussi reproduire le modèle et il prend sa part. Donc vous voyez, nous sommes dans cette dynamique-là et pour en sortir, c'est extrêmement difficile. Donc une fois que le jet dont je suis est donc devenu la valeur suprême, on essaie donc de mettre en branle tous les moyens pour être dans ce modèle-là du jet dont je suis. Cela se passe au niveau de la gestion de l'État, où je vais gérer l'État de façon peu catholique, c'est-à-dire moi je vais gérer l'État pour mon bien, pour mon accumulation, et dès que j'ai une petite part de pouvoir, j'écrase les autres. C'est ça qui explique le fait que les gens sortent avec des petites filles de 15 ans, de 16 ans, parce qu'ils ont une once de pouvoir. Je ne sais pas, vous êtes peut-être sûrement plus jeune que moi, si vous avez suivi Dave Kemuktoy, lorsque Dave Kemuktoy faisait sa comédie, il disait l'homme bien de là-bas. Et l'homme bien de là-bas, c'est qui? L'homme bien de là-bas, c'est celui qui a le parapluie et les godasses. Et c'est celui qui sort avec les filles de 15-16 ans. Il dit lui-même qu'il peut avoir l'âge de ma fille, mais je m'en fiche. J'ai le parapluie et les godasses. Nous sommes dans ce système-là. Donc c'est ça la structure de fond qui explique que l'État est mal géré, les fonds sont détournés. Et sur le plan social aussi, ceux qui ont une marge de pouvoir écrasent tous les autres qui, pour avoir quelques billets, un poste ou autre chose, sont obligés de se dépraver ou alors de vendre leur corps. Lorsqu'un peuple n'a plus que son corps comme capital intérêt réuni, qu'est-ce qu'il fait? Pour accéder aux choses, il met son corps sur la balance. Les jeunes femmes, les jeunes hommes n'ont rien que leur corps face à quelqu'un qui a un peu de moyens. C'est ce corps-là qu'ils présentent comme atout. Tous ces sextets, toutes ces affaires de sodomie qui font que le Cameroun, pour accéder à certains postes, devient finalement ce que j'appelle une anuscratie, c'est-à-dire le pouvoir de l'anus. Et c'est très important parce que l'anus, c'est quoi? C'est aussi une cavité à travers laquelle, comme Dieu nous a construit, nous rejetons nos déchets. Ça veut dire que le Cameroun se trouve au stade des déchets. Ces pratiques politiques placent le pays au stade des déchets. Pourquoi? Parce qu'on a mis en place une jouissance de consommation. On mange, on fait l'amour, on a des femmes, et puis on jouit de tous les biens. Et le pays se trouve donc au stade des déchets. Vous voyez qu'on gère l'argent qui vient de la communauté internationale, on le prend, on le transforme en biens propres, et les malades meurent, ils deviennent des déchets. Voilà, on a un peu de pouvoir, on sort avec des petites filles, on s'en fiche.
parce qu'on a ce pouvoir-là. Et cette consommation-là fait que nous sommes dans une gestion fugace du pays qui nous met au stade des bas instincts animaux. Ça, c'est le premier facteur explicatif que je peux mettre en avant. Le deuxième facteur explicatif est lié à une économie politique de l'État en Afrique. Et pas seulement l'État au Cameroun, mais l'État en Afrique. Parce que l'État en Afrique, si on suit les travaux de Jean-François Médard, l'État est ce qu'on appelle un État néopatrimonial. Ça veut dire quoi? Lorsque vous regardez l'État en Occident, la modernité de l'État en Occident se laisse voir ou se laisse entendre ou alors se présente comme étant une spécialisation et une différenciation de sphères. La sphère publique, la sphère privée, vous voyez, la sphère religieuse, la sphère économique, tout est séparé. Or, nos États n'ont pas cette différenciation de sphères. La sphère privée et la sphère publique sont imbriquées. Donc, l'État n'est pas l'État différent des individus qui le gèrent. L'État est confondu avec les individus qui le gèrent. Donc, l'argent de l'État est confondu aussi avec l'argent des individus. Donc, nous avons cet État néopatrimonial qui fait que lorsque quelqu'un se trouve dans un poste de responsabilité, au lieu de faire la différence entre l'argent de l'État et lui, entre sa caisse et lui, non, il y a confusion. Donc, les États africains sont comme ça, avec cette confusion entre sphère privée et sphère publique. Ça, c'est une autre chose qui explique aussi la mauvaise gestion du bien public et des fonds publics. Il y a un autre paramètre. C'est quoi ce paramètre? C'est au niveau des rapports entre les pays africains et l'Occident. Ça, c'est l'économie politique des rapports internationaux entre les pays africains et l'Occident. Et on se rend compte du fait que il y a entre les pays africains, et dont le Cameroun et l'Occident, un mécanisme de captage des ressources. Chaque fois que les ressources viennent de la sphère internationale, les pays africains, les populations africaines, utilisent ces ressources comme l'argent du blanc. L'argent du blanc, les blancs nous ont volé, les blancs nous ont maltraités, les blancs sont nos bourreaux. Donc l'argent du blanc, on peut le détourner. L'argent du blanc, on peut le voler. Et il y a ça dans l'économie politique, des rapports entre les pays africains et l'Occident. L'argent qui vient à l'aide au développement, qu'a-t-il fait en Afrique? L'argent des ONG dans les coopérations, l'argent que le FMI, par exemple, ou la Banque mondiale accorde à nos pays sous forme de prêts, c'est très souvent géré dans l'idée de l'argent du blanc. Et ceux qui gèrent dans cet argent chez nous mettent en asymétrie le pays et la communauté internationale. Puisque le FMI ne peut pas observer tout ce que vous faites chez vous, vous avez un minimum de pouvoir, de marge de manœuvre. Donc vous utilisez ces asymétries pour accumuler en disant ce n'est pas l'argent des Camerounais, c'est l'argent du blanc. L'argent du blanc, je peux le voler. Et c'est la même attitude que les Camerounais ont aussi par rapport à l'État. Quand tu dis c'est la voiture de l'État, c'est l'argent de l'État. Lui-même, il ne se met pas dedans. Il dit c'est la chose qui concerne ceux qui sont en haut, ça ne me concerne pas. Donc ça explique aussi le rapport pathologique que les Camerounais ont par rapport donc, aux ressources des fonds Covid. Et enfin, le dernier paramètre que je peux évoquer et qui explique aussi, c'est-à-dire qui nous apporte aussi une compréhension, c'est que nos pays, le Cameroun, les pays africains, sont dominés culturellement par rapport à la culture occidentale. On peut trouver des explications là par rapport à la dépravation des mœurs. Lorsque vous regardez tout ce qui concerne l'homosexualité, vous voyez bien qu'en Occident et en Afrique, il est bien normal de chercher comment trouver des droits aux homosexuels dans nos pays. Ça, c'est un problème politique. Ça, c'est normal. Mais il faut bien faire la différence entre chercher des droits politiques aux homosexuels et faire la propagande de l'homosexualité. C'est-à-dire l'imposer aux populations africaines comme étant un modèle. Vous voyez? Nos sociétés ont toujours connu l'homosexualité. Si vous connaissez l'anthropologie en Afrique, des hommes homosexuels ont toujours existé en Afrique. Mais l'Afrique n'a jamais présenté ce modèle-là comme étant quelque chose à promouvoir. Vous voyez, on a toujours géré ça de façon discrétionnaire, avec une grande pression sociale qui faisait que les gens qui étaient comme ça se cachaient ou alors ils changeaient même leurs habitudes. Vous voyez? Et nous sommes dans une domination culturelle qui fait que l'Occident, au lieu de parler un discours de droit qui responsabilise nos États pour qu'ils réfléchissent sur comment trouver des droits à ces gens-là, est plutôt dans un discours de propagande pour imposer un modèle, pour dire voilà, vous devez faire ça, imposer des drapeaux, des hymnes, des défilés, des fêtes. Ça, c'est ce qui montre aussi que nos sociétés sont dominées culturellement. Autre chose aussi, par rapport à cette domination culturelle, c'est que nos sociétés sont dominées aussi économiquement. Regardez nos pays. On passe PPTE, pays pauvres et très endettés. Maintenant, on est revenu à un pays sous ajustement structurel. Le Cameroun, le Gabon, la Guinée équatoriale
le Congo-Brazzaville sont à nouveau sous l'ajustement structurel. La dépravation de mœurs. Qu'est-ce qu'un parent va dire à sa fille, à son garçon, lorsqu'il ne peut même pas lui payer des chaussures? Quelle éducation tu vas donner? Tu n'as plus de bouche. Comment un pays va éduquer sa population s'il ne trouve pas de travail pour cette population? Le pays n'a même plus les moyens d'éduquer sa population. Comment est-ce que vous allez éduquer votre soeur ou alors, je ne sais pas, votre petit frère, alors que vous n'avez aucun moyen pour lui dire la voie que te demande de laisser, voici les moyens pour une autre voie. Donc vous voyez, c'est aussi un appauvrissement économique de nos pays qui fait que les parents, l'État, les familles n'ont même plus de moyens pour éduquer leurs enfants. Donc toutes ces dynamiques font que les enfants vont adopter des voies faciles. Et ces voies faciles-là, qui mettent aussi les autres aux zénith dans notre pays. Vous voyez? Et donc cette domination culturelle agit aussi par le fait qu'on a vu à travers le petit écran, ce qu'un de mes collègues gabonais appelle le bombardement cathodique, le petit écran. On a vu les gens devenir des stars mondiales en faisant des sextets. Je ne sais pas si vous connaissez Kim Kardashian, qui est quand même une grande star mondiale, milliardaire aujourd'hui, et qui a commencé sa carrière par une sextet. C'est à partir de là qu'elle est devenue célèbre, qu'elle a conçu son business. Donc vous voyez, comme nous sommes en domination culturelle, nos jeunes absorbent tout ça. Et voient bien que Kim Kardashian, qui est devenu milliardaire aujourd'hui, a commencé sa carrière en faisant l'amour en direct et que tout le monde filmait. Vous voyez? Donc il y a tous ces facteurs qui font que nous avons un Cameroun qui est dans cet état-là. Et je pense que pour en sortir, il faut peut-être recommencer très bas par l'éducation. Quand j'étais à l'école primaire, quand quelqu'un venait en classe, on se levait, on disait bonjour monsieur, bonjour madame, au revoir monsieur, au revoir madame. Lorsqu'on exécutait l'hymne et qu'on était en retard, on était obligé d'être immobile parce qu'on respectait l'hymne. Quand tu grandis avec ça, tu sais que l'hymne de ce drapeau, ça représente le Cameroun. Donc si je le gère, je dois être sérieux dans sa gestion. Vous voyez? On doit peut-être commencer dans l'éducation de base pour essayer dans l'avenir de construire de nouveaux Camerounais. Mais tous ces autres facteurs voilà, doivent aussi être revus parce qu'ils influencent ce phénomène. C'est ici que s'achève la première partie. Je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie.